Le milieu des années 90 a vu l'explosion du genre stratégie-gestion sur ordinateur. De SimCity à Civilization, en passant par Master of Orion, Heroes of Might and Magic et bien sûr Command & Conquer ou Warcraft. Mais de l'autre côté du Rhin, les développeurs de Blue Byte aborderont ce genre de gameplay d'une façon tout à fait allemande. Imaginé par le jeune game designer Volker Wertisch, The Settlers, également appelé Die Siedler dans son pays d'origine ou Surf City dans les pays anglo-saxons, propose aux joueurs de gérer une petite communauté médiévale, de la faire croître et prospérer pour finalement envahir et dominer les peuplades voisines. Jusque-là, rien d'inhabituel pour un jeu de stratégie, mais la particularité de The Settlers est que le joueur n'a aucun contrôle direct sur sa population. Impossible de sélectionner un colon pour lui demander spécifiquement d'aller quelque part ou d'effectuer une tâche. L'interaction du joueur avec son royaume se fait à un niveau plus élevé. Il peut par exemple indiquer où il souhaite construire un bâtiment, mais devra ensuite attendre que ses colons s'attellent à la tâche. Le cœur du gameplay, c'est en fait le transport des ressources. Quand le joueur construit une cabane de bûcheron par exemple, un colon sans emploi s'improvisera bûcheron. Il produira alors des rondins de bois, qui devront être transformés en planches à la scierie avant d'être exploitables pour la construction de nouvelles structures. Si le joueur construit une ferme, celle-ci produira du blé, qui deviendra de la farine après passage au moulin, laquelle sera ensuite transformée en pain au fournil. Ce pain servira à son tour à nourrir les ouvriers des mines, qui en retour exploiteront des veines de fer, de charbon ou d'or. À leur tour, ces ressources devront passer par la fonderie avant de devenir armes et outils, et ainsi de suite. Le transfert des ressources est assuré par les routes reliant entre eux les différents bâtiments. Au joueur de concevoir son réseau routier de manière efficace, car de véritables chaînes de porteurs finiront par s'y constituer, au fil desquelles les ressources seront acheminées vers là où on en a besoin. Plus la colonie grandit, plus il devient important de maîtriser la logistique afin d'acheminer efficacement les matières premières de leur lieu de production à l'endroit où elles sont nécessaires. Incontestablement, le plus grand plaisir de la saga Settlers, ce sont ces moments magiques touchant presque au zen, où l'on recule la caméra pour embrasser du regard l'ensemble de son empire et où l'on voit ses sujets s'affairer d'eux-mêmes comme dans une fourmilière, produisant, transformant et transportant les marchandises. Le jeu était capable de gérer simultanément les déplacements de 64 000 colons. En comparaison, la partie militaire du jeu semble bien peu développée et l'absence de contrôle direct sur les soldats peut vite frustrer. Malgré un univers charmant et plein d'humour, de jolis graphismes et une musique entêtante signée Heiko Rothman et Markus Klutzuweit, sans oublier un mode 2 joueurs en écran splitté à condition de posséder 2 souris, The Settlers premier du nom reste néanmoins assez brut de décoffrage et montre rapidement ses limites. Blue Byte n'en restera heureusement pas là et se mettra au travail sur une suite plus ambitieuse. Plus sérieux que son prédécesseur, The Settlers 2 délaisse l'ambiance médiévale du premier épisode et envoie le joueur dans une antiquité teintée de fantastique. On y incarne Octavius, un explorateur romain en quête de nouveaux territoires pour l'Empire. Pris dans une tempête, le navire d'Octavius s'échoue sur une terre mystérieuse. Les colons décident de s'y implanter et ne tardent pas à se retrouver face à 3 autres civilisations, les Nubiens, les Vikings et les Asiatiques. Conçu par le designer Thomas Hauser, The Settlers 2 est très similaire à son prédécesseur, mais affine l'expérience de jeu, proposant une interface et des contrôles plus faciles à prendre en main. Le jeu bénéficie également de très beaux graphismes en SVGA, permettant de profiter du style propre à chaque civilisation. L'aspect militaire du jeu reste néanmoins sa plus grande faiblesse, et a toujours du mal à se marier au reste du gameplay. The Settlers 2 sera un énorme succès critique et public, qui fera entrer la série Settlers dans la catégorie des best-sellers. Il reste à ce jour considéré comme le meilleur épisode de la série. Volker Wertisch revient aux commandes de la série avec The Settlers 3, qui sort en 1998. Outre un nouveau moteur graphique un peu fouillis visuellement, The Settlers 3 apporte de nombreux changements au gameplay mis en place dans les 2 premiers épisodes, même si le principe fondamental reste le même. L'un des changements les plus visibles est la disparition de la nécessité de tracer des routes, celles-ci se formant désormais naturellement là où les colons passent fréquemment. Certains fans seront d'ailleurs frustrés de perdre le contrôle sur cet aspect du jeu. La grosse amélioration apportée par Settlers 3 est une clarification des phases de guerre, désormais beaucoup plus simple à gérer, même si on est toujours loin d'un vrai STR. Parmi les autres petites nouveautés, il est désormais possible d'envoyer des pionniers agrandir les frontières de son domaine, là où auparavant il fallait forcément construire des bâtiments militaires. Settlers 3 renoue également avec le ton plus humoristique du premier épisode, même s'il conserve l'Antiquité pour thème comme dans Settlers 2. Le prétexte du jeu est un tournoi entre Zeus, dieu des Grecs,
Chi-Yu, dieu des Chinois, et Horus, dieu des Égyptiens, sur ordre du Tout-Puissant, dieu des dieux, qui en a assez de les voir se la couler douce au paradis. Voilà qui permet aux scénaristes de justifier une guerre entre trois peuples que tout sépare. Un add-on introduira une nouvelle civilisation, les Amazones, remplaçant les colons mâles rondouillards par des femmes. En 2001, Blue Byte est racheté par Ubisoft, à peine quelques mois avant la sortie de The Settlers 4. Bâti sur les bases de Settlers 3, le 4e épisode a pour ambition de faire oublier les critiques un peu tièdes reçues par son prédécesseur. Cette fois-ci, le joueur peut choisir sa civilisation parmi les Romains, les Vikings et les Aztèques. Mais surtout, The Settlers 4 introduit la tribu sombre, dévouée à Morbus, le dieu des ténèbres. Les serviteurs de Morbus transforment les luxuriantes plaines et forêts en terres noires et brûlées. Et ce sera aux autres peuples de les arrêter et restaurer la nature, donnant un message écologique paradoxal dans une série reposant sur l'exploitation des ressources naturelles. Malheureusement, la tribu sombre n'est pas jouable, se contentant d'un rôle d'ennemi dans la campagne solo du jeu. Très similaire au 3e épisode, The Settlers 4 propose des graphismes plus fins et toujours de très belles musiques de Heiko Rothman. Une extension ajoutera une nouvelle civilisation, les Troyens. Au début des années 2000, Blue Byte doit se rendre à l'évidence. La série Settlers est en perte de vitesse. Les épisodes 3 et 4 n'ont pas connu un grand succès en dehors de l'Allemagne et des pays de l'Est. Et le grand public se passionne pour des jeux de stratégie plus nerveux et plus rapides, se désintéressant du gameplay contemplatif et de l'ambiance bucolique qui caractérise Settlers. Espérant redonner un nouveau souffle à la série, Blue Byte réalise en 2004 The Settlers Heritage of Kings, qui en deviendra l'épisode le plus controversé. Le titre du jeu annonce d'ailleurs la couleur. Ce n'est pas un hasard si Heritage of Kings sonne comme Age of Kings, le célèbre STR de Microsoft et Ensemble Studios. Le 5e épisode de The Settlers s'en inspire de manière éhontée, et on a bien du mal à croire qu'on joue à un épisode de la série de Blue Byte. Plus réaliste dans sa direction artistique, Heritage of Kings est également le premier épisode de la série à mettre en scène de vrais héros. Le joueur incarne Dario, le fils caché du roi de Talgrund, qui doit défendre le royaume contre le maléfique Mordred. Malgré de beaux graphismes en 3D, un cycle des saisons du plus bel effet et de jolie musique, Heritage of Kings n'a jamais vraiment été considéré comme un vrai épisode de The Settlers. Et même si c'est un STR très correct, qui a ses fans, il ne marquera pas les esprits. Peut-être pour tendre une branche d'olivier aux fans déçus, Ubisoft et Blue Byte sortent en 2010 une édition 10e anniversaire de The Settlers 2. Le gameplay d'origine y est recréé en 3D, avec des graphismes et une bande-son particulièrement réussie. Quelques trouvailles cosmétiques font également leur apparition, comme un cycle jour-nuit. Le ton de ce remake est néanmoins un peu moins sérieux que dans l'original. Si les Romains partent explorer de nouveaux continents, c'est cette fois-ci parce que toutes leurs femmes ont disparu. Le seul vrai défaut de The Settlers 2 édition 10e anniversaire, en dehors des soucis de gameplay déjà présents à l'époque de l'original, c'est la disparition de la civilisation viking, qui fera l'objet d'une extension quelques mois plus tard. Et oui, The Settlers reste un jeu capitaliste. Après la controverse Heritage of Kings, Ubisoft et Blue Byte sont revenus à des gameplays plus classiques dans The Settlers 6 et 7, mais n'ont pas encore trouvé la formule magique apte à satisfaire tant les fans que le grand public. La version free-to-play du jeu, The Settlers Online, lancée en 2010, connaîtra pour sa part un grand succès sur navigateur.